La tempête de neige fouette le camp tandis que l'homme et sa femme se blottissent ensemble, leur souffle se condensant alors que les dernières braises de leur feu luttent comme pour survivre. La neige tombe plus lourdement, une couverture suffocante enterrant tout espoir d'évasion. Un cri désespéré perce le silence gelé. L'homme ferme les yeux, désespéré. Les enfants affamés n'ont rien mangé depuis des jours. Il ne reste plus rien. Les derniers bœufs sont partis il y a longtemps. Même les bandes de cuir bouillies pour en faire un bouillon amer et collant ont été consommées. Les yeux creux de la femme rencontrent ceux de son mari. Dans ce regard partagé, une terrible compréhension passe entre eux. Si l'aide n'arrive pas bientôt, ils devront faire un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire. La Sierra Nevada était censée leur offrir un passage sûr, mais elle était maintenant devenue un cimetière gelé. Mais qu'est-ce qui les a attirés dans cette partie de l'Amérique ? Et si vous étiez dans la même situation, jusqu'où iriez-vous pour survivre ? La destinée manifeste était une croyance dans le droit inhérent et l'obligation des colons américains de s'étendre vers l'ouest à travers le continent nord-américain. Elle était imprégnée de la notion d'exceptionnalisme de l'Amérique, qu'il était de son destin de propager les idéaux démocratiques au reste du monde. Création du 3e président américain, Thomas Jefferson. La destinée manifeste a conduit à l'achat du territoire, appelé Louisiane, auprès du gouvernement français pour 15 millions de dollars, doublant ainsi efficacement la taille du pays. L'expansion vers l'ouest de l'Amérique s'est considérablement accélérée après l'achat de la Louisiane et l'annexion du Texas, entraînant une croissance territoriale rapide du pays. Et ça a marché. La population de l'Amérique est passée d'un maigre 5 millions à 23 millions, sur une période de 50 ans. De 1800 à 1850, l'une des réalisations du concept. Naturellement, les gens voulaient se déplacer vers l'ouest à la recherche de nouvelles terres et des ressources naturelles désormais disponibles, et cela a été rendu possible en 1841 avec la loi de préemption, une politique mise en place par le gouvernement pour encourager et fournir aux colons le droit de revendiquer 160 acres de terre pour aussi peu qu'$1 et 25 cents par acre. L'ouest était de l'or liquide en termes de sol fertile et de climat doux, et a inspiré une ruée vers l'or à part entière, sauf que la terre était le trésor. Et quel meilleur endroit que la Californie pour commencer une nouvelle vie ? C'est exactement ce que le parti donné recherchait lorsqu'il s'est lancé dans son voyage périlleux, poursuivant des rêves de prospérité. Le groupe était composé de personnes enthousiastes, y compris George Donner, un agriculteur de l'Illinois, un homme facile à vivre et bien aimé, et James F. Reed, un homme d'affaires fortuné qui a organisé le convoi maudit. Le 15 avril 1846, les familles de James Reed et de George et Jacob Donner ont quitté Springfield, Illinois, pour commencer une nouvelle vie en Californie. À 100 miles d'indépendance dans le Missouri, le groupe de 31 a rejoint un grand convoi de chariots. Indépendance était un lieu logique pour commencer leur expédition, car elle marquait le début des pistes de l'Oregon, de la Californie et de Santa Fe. La ville animée, c'était un refuge pour les voyageurs, offrant une dernière occasion d'acheter des chariots, des bœufs, de la nourriture et de faire le plein de toutes sortes de fournitures. À ce moment-là, plus de familles avaient rejoint l'expédition. Des familles comme les Breen, les Murphy et les Eddy, portant le nombre total à 87, y compris les hommes, les femmes et les enfants. En mai 1846, le groupe a commencé leur voyage vers l'ouest. Le groupe a voyagé par terre dans 23 chariots, tirés par des bœufs et des mules, transportant des fournitures pour le long voyage en montée à venir. George Donner a voyagé léger avec ses 5 enfants et sa femme Tamsin. D'autre part, James Reed avait de plus grands projets pour le voyage, et ses fournitures le reflétaient. Il a voyagé avec sa femme Margaret, sa belle-mère et leurs 4 enfants. Son wagon-palais construit sur mesure était ainsi appelé en raison de son grand espace de rangement. Reed en a pleinement profité, s'en servant pour stocker des fournitures, des lits superposés et un poêle. Cependant, cela alourdissait trop le wagon, ralentissant le groupe entier. Le groupe s'est lancé sur le redoutable sentier de Californie, un chemin s'étendant sur plus de 2000 miles. Cet itinéraire sinueux les a conduits à travers les vastes plaines, les déserts brûlants et les montagnes dangereuses du Nebraska, du Wyoming, de l'Utah et du Nevada. Au début, le voyage était prometteur, une porte vers un avenir plus radieux. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, les dures réalités de la piste se révélaient. Au début, le paysage était doux, du moins jusqu'à ce qu'ils traversent les plaines plates du Kansas et suivent la rivière plate à travers le Nebraska. Le sol était herbeux et ouvert, ce qui facilitait le passage des chariots. La rivière, large et peu profonde, était une source d'eau importante pour les immigrants et leurs animaux. Néanmoins,
Le danger s'est manifesté dès le commencement. Les chariots y tombaient fréquemment en panne à cause de leurs charges lourdes, et ils nécessitaient des réparations constantes. Des disputes sont éclatées sur la question de se reposer ou d'avancer, présageant le danger qui attendait devant. La peur des maladies et des épidémies ajoutées qu'au stress du voyage. Fin juillet 1846, le groupe avait parcouru près de 650 miles, atteignant Fort Laramie, dans l'actuel Wyoming, un important poste de commerce. C'est à ce moment que les Reeds, les Donners et plusieurs autres familles ont pris la décision fatale de quitter la bien parcourue piste de Californie et de prendre un nouvel itinéraire non testé, connu sous le nom de raccourci de Hastings. Ils ont été influencés par Lansford Hastings, un guide de piste et un avocat qui a soutenu que ce chemin serait plus rapide et plus facile en traversant l'Utah et le Nevada. Hastings croyait que le raccourci permettrait d'économiser 300 miles sur leur voyage, leur donnant la chance de rejoindre la piste de Californie de l'autre côté des Sierras. Considérant qu'une charrette pouvait parcourir 12 miles en une bonne journée, ils pourraient facilement traverser les 300 miles et arriver à leur destination plus d'un mois en avance. Seulement quelques semaines plus tôt, un groupe de 60 à 75 charrettes avait emprunté le même itinéraire, et un autre voyageur leur avait assuré que c'était un bon itinéraire à suivre. James Clyman, l'ami de Reed qui revenait de la Hastings Cutoff, lui a déconseillé de le faire, mais ses conseils sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Hastings avait ses propres intérêts à diriger le groupe de cette façon. Il faisait la promotion de sa nouvelle route, la Hastings Cut-Off, prétendant aux migrants en voyage via des écrivains que cela leur ferait gagner du temps. Le 12 juillet, les Reeds et les Donner ont aussi reçu une lettre. Hastings prétendait avoir trouvé une nouvelle et meilleure route vers la Californie, et a dit qu'il attendrait à Fort Bridger pour guider les migrants le long de la nouvelle route. Convaincu par son éloquence, le groupe a élu Donner comme capitaine, formant ainsi le parti Donner, et se séparant du reste du groupe le 20 juillet, tandis que le reste du groupe a choisi de prendre l'ancien sentier bien battu. Malgré les avertissements des voyageurs expérimentés, ils ont choisi de quitter la piste établie à la petite rivière Sandy et de prendre le raccourci qui les a finalement conduits dans certains des paysages les plus difficiles et exigeants de l'Ouest américain. Le chemin vers la destruction était pavé de cupidité et d'ambition aveugle. Alors que la Donner Party continuait vers Black's Fork, visant le raccourci de Hastings, le journaliste Edwin Bryant y était déjà arrivé une semaine plus tôt. Il a été confronté à une partie dangereuse du sentier qui ne laissait aucun doute dans son esprit. Les chariots surchargés de fournitures, transportant femmes et enfants, peineraient ou échoueraient à passer. Réalisant la gravité de la situation, Bryant s'est précipité à Black's Fork pour écrire des lettres urgentes. Il a averti plusieurs membres du groupe d'éviter le soi-disant raccourci de Hastings, un itinéraire qui promettait de la vitesse mais contenait un certain nombre de périls mortels. Lorsque le groupe est arrivé à Black Fork le 27 juillet, ils ont découvert que Hastings était déjà parti, menant les 40 chariots du groupe Harlan Young en avant. Au poste de commerce de Jim Bridger, le groupe a été chaleureusement félicité pour le raccourci de Hastings. Bridger, désireux d'attirer plus de voyageurs à son poste et de renforcer son entreprise, a décrit la route comme un voyage doux et facile, exempt de terrain accidenté et de la menace d'Amérindiens hostiles. Bridger leur a assuré que l'eau serait abondante tout au long du chemin, affirmant même que l'impressionnant lit de lac sec de 30-40 miles serait gérable. Ces assurances étaient séduisantes, mais dangereusement trompeuses. Pendant ce temps, les lettres d'avertissement critiques d'Edwin Bryant étaient introuvables. Les soupçons se sont ensuite portés sur Bridger lui-même, Reed témoignant que les lettres étaient probablement cachées, réduisant volontairement au silence un avertissement qui aurait pu changer le destin du parti Donner. Puis le 31 juillet 1846, le groupe malchanceux a quitté Black's Fork après 4 jours de repos et de réparation de chariots, 11 jours derrière le groupe Harlan Young en tête. La famille Sam McCutcheon s'est également jointe au groupe, composé de William, sa femme Amanda, leur fille Harriet âgée de 2 ans, et un jeune homme de 16 ans nommé John Baptiste Trudeau du Nouveau-Mexique. Trudeau prétend connaître les Amérindiens et le terrain de la Californie comme le fond de sa main. Le premier obstacle majeur rencontré était les montagnes Wasatch dans le nord de l'Utah. Hastings avait laissé des instructions vagues, écrites dans ses lettres collées sur des arbres pour leur montrer le chemin. Ces directions les ont menés sur des collines abruptes, où les conducteurs étaient forcés de bloquer les roues de leurs chariots pour les empêcher de dévaler la pente. Des années de trafic sur la piste principale de l'Oregon avaient laissé un chemin évident et aplati, tandis que la voie de dérivation était rocheuse et inégale. Une lettre trouvée le 6 août les a conseillés d'arrêter jusqu'à ce que Hastings puisse leur montrer un itinéraire alternatif à celui pris par le parti de Harlan Young.
De plus en plus frustrés par ces jeux de chats et de souris, Reed, Charles T. Stanton et William Pike sont partis en avant pour aller chercher Hastings. Mais la scène qui les a confrontés était dévastatrice. Un labyrinthe de canyons traîtres, où d'énormes rochers bloquèrent le chemin, et où des falaises abruptes se dressaient de manière menaçante. Pour atteindre la rivière en contrebas, le groupe a dû faire face à une tâche éprouvante, tailler des corniches précaires dans la roche, un pari qui semblait destiné à briser leurs chariots et leurs espoirs. Le seul rayon d'espoir résidait dans une lettre de Hastings, dans laquelle il avait proposé de guider le groupe autour des zones les plus difficiles, mais il n'est revenu qu'à mi-chemin, indiquant la direction générale à suivre. Reed est revenu seul au groupe 4 jours plus tard, tandis que Stanton et Pike se sont arrêtés pour se reposer. Avec des choix limités, le groupe a finalement décidé de suivre le nouveau chemin de Hastings sous les conseils réticents de Reed. Pendant 2 semaines épuisantes, la Donner Party a lutté à travers cet environnement difficile où chaque mile était un défi. Les colons ont dû démonter leurs chariots pour naviguer sur les rochers et les passages étroits, comme redouté. Ils ont même abattu des arbres pour faire un sentier. Leur progression a ralenti à environ 1,5 miles par jour, au lieu des 12 miles initialement calculés. Ce qui aurait dû être un voyage de quelques jours sur une étendue de 36 miles dans les montagnes Wasatch s'est transformé en une épreuve de 2 semaines. Ce retard a été catastrophique, car il les a rapprochés de l'hiver et a épuisé leurs réserves. Peu de personnes parmi le groupe avaient déjà affronté un terrain aussi impitoyable, et leur manque d'expérience est rapidement devenu évident. L'arrivée de la famille Harley-Graves, qui avait entrepris de les rattraper, a apporté un bref moment de soulagement, mais aussi un rappel brutal de leur situation. Franklin Ward Graves, sa femme Elizabeth, leurs 9 enfants et un gendre avaient rejoint le groupe, ayant fait partie du dernier groupe à quitter le Missouri. Leur présence a confirmé une réalité déroutante. La Donner Party était maintenant sans équivoque la fin de l'exode occidental de l'année, avec un temps qui s'amenuise et des conditions de plus en plus périlleuses à venir. Ils ont eu leur premier rayon d'espoir le 20e août, lorsqu'ils ont finalement atteint un point dans les montagnes où ils ont aperçu le grand lac Salé. Pourtant, il a fallu presque 2 autres semaines pour sortir de la chaîne de Wasatch. À ce moment-là, les hommes devaient commencer à se disputer, avec le blâme mis sur les épaules de Reed pour la décision insensée de prendre cet itinéraire particulier. Trop peu, trop tard, car la situation était devenue désespérée pour les familles en moins aisées, alors que leur nourriture et leurs provisions commençaient à s'épuiser. Ils poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'ils émergèrent enfin des montagnes, pour être confrontés à un autre défi, le grand désert du lac Salé. Longue de 12 miles et large de 5 miles, les salines de Bonneville étaient une étendue austère et scintillante dans ce qui est maintenant l'Utah, reflétant la dureté de leur situation. C'était déjà la fin du mois d'août lorsqu'ils sont tombés sur une lettre déchirée de Hastings. Les morceaux éparpillés leur ont appris qu'ils avaient voyagé sans relâche pendant 2 jours et 2 nuits sous un soleil impitoyable. En réalité, il leur a fallu près d'1 semaine pour traverser le désert impitoyable. Le sol recouvert de sel dissimulait une boue profonde qui piégeait les chariots et les animaux. Pendant la journée, le soleil se reflétait sur les salines, produisant une chaleur insupportable et brûlante. Pendant ce temps, les nuits étaient d'un froid arctique, mais ce qui était pire, c'était la sécheresse du désert, sans aucune ressource en eau en vue. Les colons devaient rationner ce qu'ils avaient, mais plusieurs bœufs et chevaux succombèrent à la soif. Les chariots étaient délaissés en raison de panne, et les provisions s'amenuisaient. Le voyage épuisant s'est adouci en traversant la vallée près des montagnes Ruby. Bien qu'ils ressentaient du ressentiment envers Hastings, ils n'avaient d'autre choix que de suivre ses traces, qui avaient déjà plusieurs semaines. Le 26 septembre, 2 mois après avoir emprunté le raccourci, le groupe a finalement rencontré le sentier traditionnel, qui longeait un ruisseau, qui est devenu connu sous le nom de la rivière Humboldt. À ce moment-là, le raccourci les avait retardés d'environ 1 mois. Mais la traversée du bassin de la rivière Humboldt du Nevada a apporté d'autres défis. La rivière peu profonde et sinueuse offrait peu d'aide, et le terrain sablonneux couvert de broussailles rendait difficile pour leurs animaux épuisés de tirer les chariots. Il y avait la complication supplémentaire des Amérindiens Paiutes qui ont tué certains bœufs et se sont enfuis avec d'autres. Lorsque le groupe a atteint l'autre côté, près de ce qui est maintenant le pic Pilote, ils étaient complètement épuisés et démoralisés. La Donner Party a rejoint la principale piste de Californie près de l'actuel Elko, Nevada, mais les dégâts étaient déjà faits. Ils accusaient un mois de retard sur le programme, les provisions s'amenuisaient, et les angoisses du groupe s'intensifiaient. Les disputes s'intensifiaient, l'une d'elles aboutissant à une tragédie. James F. Reed et John Snyder se sont disputés à propos d'un wagon piégé, et la situation a vite escaladé.
Snyder a frappé Reed avec le manche de son fouet, et dans le chaos qui a suivi, Reed l'a poignardé mortellement. Le groupe a rapidement organisé un procès, et a décidé de bannir Reed. Seul à cheval, il partit pour la Californie pour chercher de l'aide, laissant sa famille derrière lui avec le reste du groupe qui poursuivait son voyage. Le crime de Reed, bien que choquant, n'était qu'indicatif du désespoir et de la désolation qui s'installait. C'était devenu un jeu pour la survie du plus apte, et le groupe s'est lentement retourné les uns contre les autres, chaque homme pour lui-même. L'herbe devenait rare, et leurs animaux s'affaiblissaient progressivement. Dans un effort pour alléger la charge de l'animal, tout le monde était censé marcher. Un voyageur, Kisberg, a éjecté Hardcoop, un homme de 70 ans de son wagon, lui disant qu'il devait marcher ou mourir. Il a fait de son mieux. Mais la dernière fois qu'il a été vu vivant quelques jours plus tard, c'était alors qu'il était assis à côté d'un ruisseau, ses pieds si gonflés qu'il s'était fendu. William Eddy a supplié tout le monde de le chercher, mais ils ont tous refusé, jurant qu'ils ne gaspilleraient plus de ressources pour un vieil homme. L'humanité est morte avec la disparition de Hardcoop. Un soupçon d'espoir est arrivé lorsque Stanton, qui était parti un mois plus tôt pour chercher de l'aide en Californie, est réapparu avec des renforts. Il a apporté des fournitures essentielles, des mules chargées de nourriture du Fort Sutter, et a présenté 2 guides amérindiens, Louis et Salvador. En plus des provisions, Stanton portait une nouvelle vitale. James Reed avait réussi à atteindre le Fort Sutter. Pour un instant, les voyageurs épuisés ont osé espérer, même si le chemin devant eux devenait de plus en plus incertain. Ils ont continué à traverser des montagnes qui étaient décrites comme bien pires que la chaîne des Wasatch. Entre-temps, ils ont perdu un autre homme de famille suite à un coup de fusil accidentel, et un autre a été légèrement blessé. Ils ont atteint le pied de la Sierra Nevada, l'imposante structure étant le seul obstacle entre eux et la Californie. C'était déjà fin octobre, et l'hiver était arrivé. Ils ont suivi la rivière Truckee, espérant atteindre le col qui les mènerait dans la vallée centrale de Californie. Néanmoins, la neige avait déjà commencé à tomber sur les sommets, un avertissement des défis à venir. Le groupe a installé son camp près du 1800 mètres d'altitude. Il planifiait une courte pause avant la dernière ascension des montagnes. La neige n'était pas attendue avant la mi-novembre, mais cette année, elle est arrivée tôt. Début novembre, une violente tempête hivernale a frappé, recouvrant le col d'Oner de plusieurs pieds de neige en une nuit, le rendant infranchissable. Les chariots étaient recouverts de neige lourde, et les bœufs des colons se sont soit coincés, soit gelés à mort. Les efforts pour avancer étaient vains, et les colons ont rapidement réalisé qu'ils étaient piégés. Piégés sans moyen de s'échapper, le groupe donné se préparait à affronter l'impitoyable hiver. Leurs provisions, déjà réduites au minimum après des semaines de rationnement lors de l'épuisante traversée de l'Utah et du Nevada, étaient presque épuisées. Le désespoir les a forcés à construire des abris de fortune à partir de chariots et de troncs d'arbres abattus, mais ces structures rudimentaires offraient peu de protection contre le froid implacable. Alors que la neige s'accumulait et que les températures chutaient, la famine commençait à s'installer, son emprise se resserrant de jour en jour. La neige continuait de tomber sans relâche. Les archives historiques montrent que l'hiver de 1846-1847 était parmi les plus rudes jamais enregistrés, avec des congères atteignant jusqu'à 20 pieds. Les puissants sommets et les forêts épaisses de la Sierra Nevada ont piégé le groupe, rendant la recherche de nourriture impensable. Au début, les colons ont minutieusement rationné leurs faibles provisions, dans l'espoir de tenir tout l'hiver rigoureux. Mais au fil des jours, le désespoir s'est installé. Ils se sont tournés vers l'abattage des bœufs et des chevaux qui les avaient accompagnés dans leur voyage, consommant la viande dans un effort sombre pour survivre. Cependant, ces ressources se sont vite taries. Fouillant la forêt enneigée, ils cherchaient le moindre signe de vie. Des souris, des écureuils, ou tout ce qui est comestible. Leurs recherches n'ont abouti qu'à une amère déception. Sans autres options, ils ont dû se résoudre à faire bouillir les peaux de leurs bœufs, réduisant le cuir dur en une gelée épaisse et nauséabonde qui les a à peine soutenus. Ils ont ramolli et mangé des bandes de cuir provenant de ceintures, de chaussures et même des couvertures de leurs chariots. Les familles grattèrent l'écorce des arbres pour la mâcher, et certaines ont même tenté de manger des pommes de pin. Malgré leurs efforts, la famine a pris le dessus, et avec elle est venue l'inhumanité. Les gens devenaient faibles, incapables de marcher ou même de s'asseoir, y compris les enfants qui pleuraient de grande faim, laissant leurs parents se sentir impuissants. La survie était devenue difficile, à tel point que certains des colons ont pris la décision difficile de traverser les montagnes pour chercher de l'aide en Californie.
Le groupe de 15 personnes a commencé son voyage le 16 décembre 1846, depuis le camp pour traverser les montagnes. Ce groupe, qui serait plus tard connu sous le nom de Forlorn Hope, était composé de William Eddy, l'un des hommes les plus forts, et de Mary Graves, qui n'avait alors que 20 ans. Ils ont utilisé le reste de leur nourriture et fabriqué des raquettes en peau de bœuf pour avancer dans la neige épaisse. Les raquettes offraient un certain soulagement, mais la lutte était loin d'être terminée. Les membres mal nourris, non habitués à endurer 12 pieds de neige et des conditions glaciales, ont vu leur force diminuer rapidement. Au 3e jour, la plupart avaient succombé à la cécité des neiges, leur vision brouillée par l'éblouissement incessant. Le matin du 21 décembre, le groupe a de nouveau avancé, mais le voyage éprouvant a encore coûté une autre vie. Stanton, qui avait lutté pour suivre le groupe principal, s'est arrêté pour se reposer et a été laissé derrière. Il n'a jamais été revu vivant. Ah non ? Un an plus tard, ses restes ont été découverts à l'endroit même où l'épuisement l'avait vaincu. Un rappel hantant du coup de la survie. Alors que la famine s'installait, la confusion et le délire s'emparèrent du groupe, brouillant leur jugement et détruisant leur détermination. Après 2 autres jours agonisant sans nourriture, Patrick Dolan a fait une suggestion sinistre. L'un d'eux devrait se sacrifier pour nourrir les autres. La proposition sinistre a suscité un débat désespéré. Les idées allaient à des duels aux loteries, chaque suggestion étant plus sombre que la précédente. D'autres ont affirmé qu'ils devraient avancer jusqu'à ce que quelqu'un s'effondre d'épuisement. Une alternative horrifiante mais miséricordieuse. Mais avant qu'ils ne décident, la nature a forcé leurs mains. Une tempête de neige soudaine a emporté la vie d'Antonio, le dresseur d'animaux. Peu de temps après, Franklin Graves a succombé au froid, et à la faim, l'unité fragile du groupe se fragmentant davantage à chaque perte. Le groupe s'est perdu dans le froid glacial pendant plus d'1 mois, faisant face à la faim et aux engelures. Ils devaient souvent s'arrêter, car certains étaient trop faibles pour marcher. Puis, lorsque toute leur nourriture a été épuisée et que la mort semblait certaine, ils ont pris une décision horrifique. Ils ont dû manger les corps de ceux qui étaient morts. Comme s'il était rendu fou par les incessantes congères glacées, Dolan a commencé à délirer, à enlever ses vêtements et s'est enfui dans les bois. Il est revenu peu de temps après et est mort quelques heures plus tard. Sa mort a apporté la vie à certains de ses compagnons, car une partie du groupe a commencé à manger la chair du corps de Dolan. La sœur de Murphy Lemuel a essayé de lui en donner à manger, mais il est mort peu de temps après. Eddie, Salvador et Louis ont refusé de manger. Le lendemain matin, le groupe a dépouillé les muscles et les organes des corps d'Antonio, Dolan, Graves et Murphy, leurs camarades tombés. Ils les ont séchés pour les conserver pour les jours à venir, en prenant soin de s'assurer que personne n'aurait à manger ses propres parents. William Eddy a raconté plus tard comment ils avaient coupé la chair en fines lamelles et l'avaient séchée au soleil. Louis Kisberg, un immigrant allemand, a avoué plus tard avoir consommé de la chair humaine, une révélation qui a cimenté sa place en tant que l'une des figures les plus notoires de la tragédie. Dans des récits ultérieurs, Kisberg s'est défendu, disant « J'ai fait ce que je devais faire ». C'était ça ou mourir. Mary Murphy, 13 ans, était une autre survivante, qui est devenue orpheline après que ses parents ont perdu la vie dans le col de Sierra Nevada. Mary a dit qu'elle avait essayé d'éviter de manger de la chair humaine, mais a finalement cédé. Certains du groupe ont refusé, malgré leur affaiblissement croissant. Mais la plupart ont accepté, sachant que c'était leur seule chance de survie. Leur approche, bien qu'impitoyable, leur a permis de survivre. L'espoir désespéré a finalement atteint un ranch, près de la vallée de Sacramento le 17 janvier 1847, d'où seulement 7 des 15 ont réussi à sortir vivants. L'espoir désespéré a apporté des nouvelles de la Donner Party aux colons en Californie. Choqués, ils ont immédiatement organisé une équipe de secours. Ce groupe, dirigé par James Reed, qui avait été banni plus tôt, a quitté la Californie en février 1847. La première équipe de secours a atteint les camps le 18 février 1847. Ils ont été accueillis par la vue choquante de colons pâles, faibles et à peine vivants. Certains étaient morts de froid, tandis que d'autres souffraient de famine. Les sauveteurs ont qualifié les abris de salles, et le camp était entouré par la puanteur de la mort. Les colons ont dit aux sauveteurs qu'ils avaient mangé tous les animaux, y compris leurs chiens, et bouilli leurs articles en cuir pour les manger. Certains survivants ont avoué avoir pratiqué le cannibalisme, tandis que d'autres, dont Tamsin, la femme de George Donner, auraient refusé d'en manger, même au seuil de la mort. L'arrivée de la première équipe de secours a apporté un bref espoir aux voyageurs bloqués.
Leurs provisions étaient rares, et la neige traître rendait le voyage de retour presque impossible. Au final, ils n'ont pu emmener que 23 survivants, pour la plupart des enfants, laissant derrière eux de la nourriture et une promesse solennelle de revenir. Au cours des 2 mois suivants, 3 autres équipes de secours ont bravé les montagnes. Chaque expédition a affronté des tempêtes sans fin et une neige si épaisse qu'elle a presque stoppé leur avancée. Lorsque le 2e groupe est finalement arrivé début mars, ils ont été accueillis par encore plus de morts. L'un des survivants, Patrick Breen, a tenu un journal de toutes ses expériences, y compris le froid impitoyable, la faim constante et la perte de ses compagnons qu'il a subis. Au fil du temps, d'autres personnes du groupe sont devenues désespérées. Ils sont devenus désespérés et frustrés. La maladie avait ravagé les colons, laissant beaucoup trop faibles pour bouger, y compris leur capitaine de groupe, George Donner. Une plaie purulente sur sa main était devenue gangréneuse, le confinant à son abri de fortune. Sa femme, Tamsin, a refusé de l'abandonner, même lorsque les sauveteurs la suppliaient de se sauver elle-même. À la mi-avril, lorsque la dernière équipe de secours est arrivée, ils ont découvert que seuls quelques individus étaient encore en vie. Tamsin Donner, malheureusement, était décédé, mais un groupe précédent avait sauvé ses enfants. En avril de 1847, la saga tortueuse de la fête de Donner avait pris fin. Pendant des mois, 4 équipes de secours distinctes ont bravé les montagnes enneigées pour sauver les survivants. Au final, seules 48 des 87 personnes qui ont fait le voyage ont survécu. Les survivants ont été transportés vers des établissements en Californie, notamment le fort de Sutter, une importante station de passage pour les voyageurs près de l'actuel Sacramento. Ils ont été nourris et soignés, mais la guérison a pris du temps. De nombreux survivants étaient gravement malnutris, faibles et émotionnellement détruits. D'autres étaient dans un état physique désastreux, gelés ou blessés, et beaucoup portaient les cicatrices psychologiques traumatiques. La majorité des personnes sauvées étaient des enfants, car les sauveteurs ont priorisé leur évacuation lors du sauvetage. Lorsque les nouvelles du cauchemar de la fête ont afflué, cela a choqué toute la nation. Des survivants comme William Eddy, dont la femme et les enfants sont morts, n'avaient absolument personne au monde. Eddy dira plus tard que la douleur émotionnelle de perdre sa famille était pire que la douleur physique qu'il a ressentie pendant le voyage. Il est devenu par la suite un défenseur acharné de la mémoire des leçons de la Donner Party. Il a passé une grande partie de sa vie à raconter leur histoire et à mettre en garde contre les dangers des voyages non préparés dans l'Ouest. La famille Reed, néanmoins, était parmi les plus fortunés. James Reed, qui avait été banni plus tôt dans le voyage, avait travaillé sans relâche pour organiser les efforts de sauvetage. Sa femme, Margaret Reed, et leurs enfants ont tous survécu, faisant d'eux l'une des rares familles à rester intacte. La plupart des hommes du groupe ont péri, car ils donnèrent souvent leur nourriture aux enfants ou aux femmes, ou se dépensèrent davantage en chassant et en construisant des abris. Les femmes avaient un taux de survie plus élevé, en partie à cause de leur pourcentage de graisse corporelle plus élevé qui les aidait à survivre pendant la famine, en plus de la raison mentionnée juste avant. La famille Donner, en particulier, a subi d'immenses souffrances, George et sa femme Tamsin étant tous deux décédés. Cependant, leurs enfants ont survécu et ont été secourus lors de missions antérieures. La plupart des survivants, après avoir été victimes de leur malchance, ont tenté de reconstruire leur vie en Californie. Certains ont réussi à reconstruire leur vie malgré leurs expériences, alors que d'autres ont lutté face au traumatisme et à la stigmatisation vécue. La famille Breen a emménagé à San Juan Bautista, Californie. Ils sont restés profondément religieux et ont vécu tranquillement, discutant rarement de leur temps passé dans les montagnes. Le journal de Patrick, qu'il avait tenu pendant l'hiver, est devenu l'un des témoignages les plus significatifs de l'expérience du parti Donner. La famille Reed a démarré une nouvelle vie à San José, Californie. James et les siens ont prospéré. Les Reed ont réussi à éviter une grande partie des scandales entourant le cannibalisme, car ils étaient parmi les rares qui n'ont pas mangé de chair humaine pendant l'épreuve. Malgré la perte tragique de ses parents et de plusieurs frères et sœurs, Mary Graves s'est mariée et a fondé une famille. Elle a travaillé dur pour créer une vie stable, mais a porté les cicatrices émotionnelles pour le reste de sa vie. Elle a été citée plus tard en disant « Je donnerai tout ce que j'ai pour oublier cet hiver ». Louis Keseberg est apparu comme l'un des survivants les plus controversés de la Donner Party. Bien qu'il ait ouvertement avoué le cannibalisme, il a été confronté à des accusations bien plus graves, des allégations selon lesquelles il aurait assassiné Tamsin Donner pour consommer sa chair. Bien que Keseberg ait vigoureusement nié ces allégations, le mal était fait. Rejeté par la société, Keseberg a eu du mal à reconstruire sa vie sous le poids du mépris public et des murmures qui ne se sont jamais vraiment estompés.
Lorsque l'histoire de la Donner Party a été révélée, elle a créé le chaos aux États-Unis. Les détails des récits horrifiants de famine, de mort et de cannibalisme ont rempli les journaux et les magazines. Le fait que les familles de colons aient eu recours à la consommation de chair humaine a effrayé les gens à travers l'Amérique. Les survivants ont reçu des réponses mitigées. Certains ont reçu de la sympathie pour leur souffrance, tandis que d'autres ont fait face à la suspicion ou même à la révulsion, en particulier ceux qui avaient avoué avoir pratiqué le cannibalisme. L'histoire de la Donner Party a également servi de conte moral sur les dangers et les périls de la migration vers l'ouest. Lansford Hastings a été tenu responsable de la promotion des raccourcis Hastings inexacts. Sa réputation a également souffert, mais il a persisté à promouvoir d'autres entreprises. Finalement, l'incident de la Donner Party est devenu une partie de l'histoire et du folklore américain. Le lac Truckee, plus tard renommé lac Donner, porte un grand monument en hommage aux membres du groupe et à leur lutte et combat pour la survie. Au fil des années, les historiens et les chercheurs ont continué à enquêter sur la Donner Party, essayant de comprendre la série d'erreurs qui ont scellé leur tragique destin. Une leçon clé de leur histoire est, une fois de plus, le besoin crucial de planification. Le groupe avait apporté des provisions insuffisantes, et ils ont fait de mauvais choix, comme choisir la Hastings Cutoff. De nombreux survivants ont fait preuve d'une force incroyable et d'un désir de vivre, même face à des conditions terribles. Bien que ce soit une véritable tragédie, c'est aussi un récit de la résilience de l'esprit humain. Des survivants comme Mary Graves, William Eddy et Margaret Read se sont reconstruits et ont refait leur vie après être rentrés chez eux, et après une perte traumatisante et tragique. Malgré les conditions les plus difficiles imaginables, températures extrêmes, famine, isolement, près de la moitié d'entre eux ont survécu contre toute attente. Leur histoire aujourd'hui reste un rappel mémorable des sacrifices et des luttes endurées par ceux qui poursuivaient une nouvelle vie dans l'Ouest américain. Leur nom perdure, non seulement en tant que victimes d'une tragédie, mais aussi comme des rappels persistants de la résilience et de la détermination qui ont aidé à façonner une nation. L'histoire du Parti donné est une histoire de survie, de sacrifice et de dilemmes moraux. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, pensez à vous abonner et activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci, à la prochaine sur MatPack.